Bon, je crois qu'on va commencer. C'est bon? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sandrine Le Gall, je suis accompagnée de Grégory Lemkin. Grégory et moi sommes les dirigeants du laboratoire Watchfrog. Et Grégory est également le fondateur. Nous allons passer 3/4 d'heure ensemble. D'abord que nous espérons le plus agréable possible, même si le sujet peut être parfois un peu anxiogène, le sujet des perturbateurs endocriniens, mais justement, nous sommes là pour vous apporter des informations précises, objectives, pour vous aider à bâtir votre stratégie et l'intégrer dans votre démarche globale et plus particulièrement votre démarche RSE. Alors, quelques mots sur le laboratoire. Nous avons été créés il y a 15 ans. Nous sommes 100% dédiés au sujet des perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, notre métier, c'est de recevoir des échantillons d'industriels, de collectivités et d'évaluer leur impact endocrinien sur le vivant. Mais je ne vais pas déflorer le sujet. Grégory rentrera plus en détail sur la thématique. Alors, nous travaillons avec tout type d'industriels, que ce soit la chimie, la cosmétique, les produits cosmétiques, l'univers du bébé, les produits de consommation, le contact alimentaire, l'alimentaire, l'environnement, les eaux, voilà. Donc, c'est un panel relativement large. Alors, comme vous le savez, le sujet des perturbateurs endocriniens, depuis quelques années, on va dire, défraie la chronique. Il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années par Odoxa qui plaçait le sujet des perturbateurs endocriniens comme la 3e cause de préoccupation pour les Français en matière de santé publique. Et c'est vrai qu'on voit fleurir des unes ou de journaux ou même d'émissions de télé sur cette thématique. Alors la question aujourd'hui, pour s'inscrire dans ProDurable, c'est finalement comment l'intégrer dans une démarche responsable globale. Alors si on reprend finalement les 7 piliers de la RSE, eh bien on voit que finalement le sujet des perturbateurs endocriniens, on va le retrouver dans 4 des 7 piliers, puisqu'on a une question forcément qui est liée aux relations et aux conditions de travail, puisqu'on a le sujet d'exposition des travailleurs. Donc ça, c'est une réflexion à avoir sur cette thématique. La thématique environnementale, bien entendu, on l'intègre de suite. Entre autres, ça peut être par les rejets ou sur le devenir environnemental des produits. On a un sujet également d'ancrage territorial, de comité de développement local, parce que finalement, ce qu'on va générer peut avoir un impact sur les populations à proximité. Et puis, le cœur du sujet, c'est les questions relatives aux consommateurs, puisque c'est aujourd'hui un des drivers avec la réglementation. C'est finalement ce que les consommateurs nous posent en tant qu'industriels comme question, en disant, mais quel est l'impact endocrinien de ce que vous mettez sur le marché, ce que vous fabriquez, etc. Donc on voit que c'est quand même un sujet finalement qu'on peut intégrer assez facilement dans les différents enjeux RSE. Alors la question c'est finalement quand est-ce que je l'intègre? Quand est-ce que c'est pertinent? On a une première étape, il ne faut pas que je m'éloigne du micro, il y a une première étape, c'est déjà au niveau des achats, sur mes ingrédients, si je suis fabricant de produits de mélange ou de produits finis, comment j'évalue mes achats sur cet aspect endocrinien, et on verra après comment on le fait. On a bien sûr l'exposition, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des travailleurs, et puis on a une phase qui est la mise sur le marché. Alors, sur la mise sur le marché, c'est soit parce qu'on est dans un contexte réglementaire avec une obligation d'évaluation avant de mettre son produit sur le marché. Et d'ailleurs, en amont, on a la partie R&D avant de le mettre sur le marché. Et sur la partie mise sur le marché, on a également, en tant qu'industriel, fabricant responsable, comment je vais évaluer la sécurité de mon produit avant de le lancer sur le marché et l'évaluation de mon portefeuille. Voilà. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, la partie question consommateur et impact environnemental et sanitaire. On est vraiment sur un enjeu de santé environnementale. Donc, sur le cycle de vie, on va dire,
de nos produits, de substances, finalement, on voit qu'à chaque étape, il y a une question à se poser sur comment est-ce que j'ai un enjeu perturbateur endocrinien, et si j'en ai un, comment est-ce que je peux l'intégrer dans ma réflexion sur le cycle de vie de mon produit. Après, le grand sujet, finalement, c'est quand on est un industriel ou une collectivité, c'est de dire, ça me semble un vaste sujet, et j'ai plein de questions, mais finalement, comment je réponds à ces questions-là? Premièrement, quelle stratégie d'évaluation je dois mettre en place? Et il n'y a pas une stratégie toute faite pour tout le monde, puisque ça dépend du contexte dans lequel on est. Et puis ensuite, une fois que j'ai bâti ma stratégie, c'est comment je vais tester et évaluer en fait mes substances, mes produits. Donc ça, c'est typiquement, voilà, c'est les questions auxquelles va répondre au moins en grande partie Grégory, sur comment je teste et indirectement comment je peux bâtir ma stratégie. Et qui va induire derrière aussi quel message je vais pouvoir apporter aux consommateurs, à mes salariés, enfin, et mes messages internes comme externes, sur des messages transparents, sur la façon dont j'embarque cette thématique. Je pense que j'ai fait le sujet. Je te laisse continuer. Donc effectivement, Sandrine a bien balayé le sujet d'un point de vue RSE. Évidemment, en amont de cela, se pose la question de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de perturbateurs endocriniens. Donc, je vais essayer de vous résumer la situation à la fois sur les principes fondamentaux scientifiques, ceux qui définissent un perturbateur endocrinien, mais également les principes aussi dans l'évaluation qui, comme l'a très bien dit Sandrine, finalement se déroule dans deux cadres distincts, c'est-à-dire on a évidemment un cadre réglementaire qui pose des conditions assez précises et des conditions, des situations non réglementaires qui forcément sont plus souples, mais évidemment tentent à s'inspirer des critères réglementaires. D'abord, quand on parle de perturbateurs endocriniens, il faut savoir que vous pouvez substituer le mot endocrinien par le mot hormonal. C'est pratiquement synonyme, c'est-à-dire ce sont tous les messagers de notre corps qui nous permettent de nous adapter à notre environnement et de faire fonctionner nos grandes fonctions physiologiques. Le métabolisme, le système nerveux, la reproduction, l'ossification, enfin toutes ces grandes fonctions qui nous permettent de nous développer et de vieillir. Donc finalement, vous comprenez tout de suite qu'on est face à quelque chose de dynamique. Le système hormonal, c'est quelque chose de dynamique. Au moment même où on se parle, là, enfin où je vous parle et vous m'écoutez, notre rythme cardiaque à tous est régulé par notre taux d'hormones thyroïdiennes. Le fait d'être face à vous, vous êtes un auditoire tout à fait particulier, c'est la première fois que je m'adresse à des gens qui portent un masque, mais ça crée une espèce de situation un petit peu de stress, nos hormones, nos cortisol, nos hormones corticoïdes sont assez élevées, donc du coup ça régule mon métabolisme, ma transpiration, ma température, etc. Pour autant, j'espère que ce n'est pas comme ça que je vais tomber malade. C'est-à-dire que cette évaluation, cette perturbation, cette dynamique de mon système endocrinien ne va pas être telle qu'elle va amener à des conséquences pathologiques. Ben, c'est exactement cette distinction, c'est ce qui fait la différence entre une activité endocrinienne, qui est tout à fait naturelle, qui fait partie de nous, que l'on va trouver aussi, qui va être stimulée par notre alimentation. On trouve beaucoup d'activités endocriniennes dans notre alimentation, mais qui ne va pas se transformer en perturbation endocrinienne. Vous voyez, sur ce dessin, en fait, on voit bien que ce qui fait la différence entre un perturbateur endocrinien et ce qui n'est pas perturbateur endocrinien, entre autres, c'est le fait que ça amène à des conséquences néfastes. Voilà. Certains ajouteraient pérennes. Mais derrière cette logique-là, il y a aussi la notion de mécanisme. Et finalement, ce qui distingue le plus l'évaluation de la perturbation endocrinienne de tous les autres toxiques,
c'est véritablement cette notion mécanistique. C'est-à-dire qu'on, là, pour la première fois, la réglementation s'intéresse à comment ça fonctionne. C'est-à-dire, pour parler d'un perturbateur endocrinien, il faut que j'ai à la fois une conséquence néfaste, mais qu'elle soit associée de façon très claire et démontrée à un mécanisme hormonal. Donc vous voyez qu'on est sur une réglementation qui, pour les industriels, n'est pas simple, pour les autorités non plus, parce que c'est la première fois qu'il y a ce dialogue entre les industriels et les autorités pour comprendre si un principe actif, une substance, va déclencher un mécanisme hormonal de manière à arriver à une conséquence néfaste. C'est quand même très lié à tous les sujets que l'on aborde dans ProDurable, puisque c'est notre rapport à notre environnement. Est-ce que notre rapport à notre environnement va être quelque chose que notre métabolisme, notre physiologie va absorber ou pas? Et finalement, l'équilibre endocrinien est véritablement un baromètre extraordinaire de notre rapport à l'environnement. Lorsque ce baromètre déraille complètement et qu'il aboutit à des effets néfastes, c'est là que notre environnement est préjudiciable à notre santé. Donc effectivement, comme l'a dit Sandrine, il y a 2 domaines aujourd'hui qui sont réglementés. C'est les produits phytosanitaires et les biocides. Il y a d'autres réglementations européennes, comme la loi REACH, qui parle également aussi des perturbateurs endocriniens, mais l'évaluation n'est pas systématique. Alors que dans le cadre des produits phytosanitaires et des biocides, elle est systématique. C'est-à-dire que l'industriel qui met sur le marché un principe actif, et parfois aussi les coformulants, doit apporter la preuve que ce principe actif n'est pas un perturbateur endocrinien. Auquel cas, si c'est un perturbateur endocrinien, il doit être éliminé, remplacé. Voilà. Soumis à autorisation, mais bon, dans l'essentiel des cas, il sera retiré. La Commission travaille actuellement de façon très active sur la transposition des critères valables pour les biocides et les phytos dans d'autres domaines réglementaires, notamment REACH, sur les produits chimiques en général, sur les substances chimiques en général, les cosmétiques, les dispositifs médicaux et les jouets. Il y a aussi beaucoup de sujets de discussion sur l'eau, c'est un vaste sujet en soi. Donc on retient dans cette réglementation une définition réglementaire qui, comme je vous le disais, associe un effet néfaste à un mécanisme endocrinien. La définition retenue par l'Europe, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, plus ou moins. C'est vraiment une substance qui altère les fonctions du système endocrinien de manière à aboutir à des conséquences néfastes sur un organisme intact, ses descendants, ses sous-populations. Donc il faut vraiment, pour parler d'un perturbateur endocrinien, il faut qu'il y ait ces 3 piliers. Il faut qu'il y ait un effet néfaste, qu'il soit lié à un mode d'action hormonal, endocrinien, et que la relation plausible entre les deux, ils ne sont pas allés jusqu'à la démontrer de façon absolument indubitable, mais que le lien plausible entre ce mécanisme endocrinien et l'effet néfaste soit démontré. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que, d'ores et déjà, dans la façon d'évaluer, ça implique un certain nombre de conditions. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un système endocrinien. C'est difficile d'évaluer un perturbateur endocrinien si je n'ai pas un système endocrinien. Alors un système endocrinien, c'est un organisme entier. Ce n'est pas une culture de cellules. Ce n'est pas un test sur bandelette. C'est véritablement de disposer d'un organisme entier qui a un système hormonal et qui permet de voir si ce système hormonal est affecté de manière à aboutir à une conséquence néfaste. Je dis ça parce que ça pose tout de suite d'ores et déjà un certain nombre de questions et de difficultés sur la mise en application des mêmes critères dans des domaines où, par exemple, on s'interdit l'expérimentation animale. Je pense notamment à la cosmétique. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut avoir démontré ce lien plausible. C'est pas simple, parce que, en réalité, et je dirais que cette réglementation, je vous l'ai dit, moi, j'oserais presque dire qu'elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire parce qu'elle va au-delà de ce qu'on admettait jusque-là, c'est-à-dire que d'habitude, dans les réglementations, il y a des listes de substances, il y a des seuils à pas dépasser, etc. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le risque qui définit un perturbateur endocrinien, c'est le danger. Le risque, c'est le danger multiplié par l'exposition. En d'autres termes, si j'ai un perturbateur endocrinien
mais que pour qu'il ait cette action perturbatrice endocrinienne, il faut que j'en mette des kilotonnes et que dans mon produit, j'en ai des traces. Peu importe. Mon produit est quand même perturbateur endocrinien. Et ça, c'est véritablement c'est un enjeu très, très difficile pour les industriels, parce que ça veut dire que même dans des adjuvants, dans des choses qui peuvent se cacher, entre guillemets, dans la liste de la composition, que parfois ils ne maîtrisent pas totalement, parce qu'ils sont dépendants de fournisseurs, etc., eh bien, il peut y avoir une substance perturbatrice endocrinienne qui rend le produit lui-même perturbateur endocrinien. Donc c'est très compliqué, et même dans l'évaluation des principes actifs, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'effectivement, il faut véritablement avoir évalué sur toute une batterie de tests le fait qu'il n'y a pas d'action perturbatrice endocrinienne chez les animaux et chez les humains. Là aussi, c'est une nouveauté, entre guillemets, c'est-à-dire que si une substance est considérée perturbatrice endocrinienne pour l'écosystème, pour les animaux, elle est perturbatrice endocrinienne, qu'on parle d'humain ou pas. Donc c'est pour la première fois, il y a vraiment cette conjonction de preuves entre la santé humaine et la santé environnementale, sans idée de seuil, peu importe la dose. Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de dose, il n'y a pas de seuil pour les perturbateurs endocriniens. En contrepartie de ça, le poids de la preuve, ce qu'on appelle, c'est-à-dire véritablement démontrer ces trois éléments de preuve, c'est-à-dire un mécanisme hormonal, une conséquence néfaste et le lien entre les deux, est très élevé. Donc, finalement, et c'est peut-être le signe que c'est pas si mal que ça ne satisfait personne, parce qu'évidemment, les industriels trouvent cette réglementation trop contraignante, parce qu'il n'y a pas de seuil, parce que c'est le danger qui définit un perturbateur endocrinien. Et puis, de l'autre côté, les ONG disent ouais, mais avant de parler d'un perturbateur endocrinien, sur le plan réglementaire, il faut avoir fait une batterie de tests sur des animaux de laboratoire avant de démontrer véritablement. Donc, c'est très long, très compliqué de démontrer qu'on a affaire à classer une substance perturbateur endocrinien. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, même si vous trouverez des listes à droite à gauche qui s'allongent long comme le bras, ce sont ce que j'appelle des usual suspects, c'est-à-dire des substances qui sont suspectées d'être perturbatrices endocriniennes, mais dont la démonstration réglementaire, la classification en tant que perturbateur endocrinien n'a pas été aboutie. Il y a aujourd'hui les substances qui ont fait suffisamment, qui ont un jeu de données suffisant pour les classer perturbateurs endocriniens, c'est peut-être une quinzaine de substances, quelque chose comme ça, entre 10 et 20, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc très peu en fait. Donc souvent quand on vous dit non, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans notre produit, oui c'est facile parce qu'il y a extrêmement peu de substances qui sont réellement classées perturbatrices endocriniennes, pour le moment par manque de données en réalité. Donc construire le poids de cette preuve, ça nécessite de faire appel à un ensemble de tests qui, à la fois, vont permettre d'étudier les mécanismes et les effets néfastes. Les mécanismes peuvent s'étudier notamment in vitro, avec des cellules, des organismes anti-miniatures, j'y reviendrai parce que c'est véritablement notre cheval de bataille, si je puis dire, et puis des tests sur in vivo, sur animaux de laboratoire, sur poissons, amphibiens, mammifères, etc. Et donc, véritablement, c'est cette conjonction d'éléments de données, à la fois de tests certifiés, sous bonne pratique de laboratoire, et de tests non certifiés, qui permettent d'alimenter la réflexion des autorités. C'est vraiment très troublant pour des évaluateurs de voir qu'aujourd'hui, les autorités demandent des tests sous bonne pratique de laboratoire, mais pour motiver leur demande d'investigation, s'appuient sur des publications qui, elles, font appel à des données absolument pas certifiées. Donc on est véritablement dans cette élaboration de la connaissance scientifique qui nourrit la décision réglementaire des autorités. Alors, nous, il se trouve qu'on vient du Muséum d'histoire naturelle et que depuis 20 ans qu'on réfléchit à ce sujet des perturbateurs endocriniens, il y a quelque chose qui nous a tout de suite posé problème, c'est qu'on savait qu'on avait un extrêmement bon modèle avec les amphibiens, avec les poissons par ailleurs, mais tester, excusez-moi, mais sacrifier des millions d'animaux de laboratoire pour tester des produits, ça nous embêtait un peu. D'autant que physiologiquement, ce n'est pas forcément si prédictif que ça. Donc, ce qu'on voulait avoir, c'est un organisme qui soit un système endocrinien entier, mais qu'on puisse utiliser in vitro. Et comme on est au Muséum d'histoire naturelle, et qu'on s'intéresse beaucoup à l'évolution des espèces, quand vous prenez l'évolution des espèces, et que vous cherchez un organisme entier accessible in vitro,
vous tombez sur un seul truc, vous tombez sur les œufs, les embryons d'espèces aquatiques. Les œufs d'amphibiens, les œufs de poissons, les larves, qui donc sont des systèmes endocriniens, puisque ce sont des organismes entiers, qui sont in vitro, manipulables in vitro, avec des pipettes, avec des dispositifs de laboratoire, et qui donc sont pas un facteur limitant, puisque évidemment une grenouille va pondre entre 500 et 4000 œufs à chaque fois qu'elle pond, donc pour nous ça fait autant de tests sur un système endocrinien. Donc on s'est très rapidement dit, voilà, ça c'est une solution éthique, ça va peut-être pas répondre à tout, mais ça permet d'avoir un système endocrinien entier sur lequel tester des substances pour voir s'il peut y avoir des conséquences sur le système hormonal des amphibiens et des poissons. Et là-dessus, on a été très suivis. Alors, on n'a pas été les seuls à faire ça. Il y a beaucoup d'organisations de protection des animaux de laboratoire qui travaillent sur des organismes similaires chez le poisson zèbre. Nous, on a choisi un poisson japonais qui est un peu similaire. Chez l'amphibien. Et donc aujourd'hui, c'est véritablement, enfin voilà, notre mission, c'est d'arriver à proposer les tests les plus pertinents pour remplacer notamment les tests in vivo sur les modèles aquatiques et sur les mammifères, voilà, pour les remplacer par des tests sur larves. Donc voilà, c'est à peu près à ce stade-là, dès l'éclosion de l'œuf, qu'on va commencer à travailler, avec des petites larves qui font 1 à 2 mm, et qui donc vont nous traduire leur réaction, la réaction de leur système endocrinien face à l'exposition des substances. Je dis traduire, juste un point, c'est que vous imaginez bien que les larves aquatiques, les petits têtards, les petits alevins de poisson, ça ne parle pas le même langage que nous. Donc il faut traduire ça. Et comment est-ce qu'on traduit leur système endocrinien? Ben, en fait, on met des marqueurs fluorescents. C'est-à-dire qu'on intègre dans la larve des marqueurs fluorescents qui vont s'allumer quand leur système endocrinien s'active. Et donc, grâce à ça, on peut suivre leur système endocrinien. Alors, j'y reviendrai, je vous montrerai comment ça marche. Mais surtout, ce qui a été très très long, ça a été de faire valider ces méthodes dans un cadre référentiel international. Ce cadre référentiel, il est fixé essentiellement par l'OCDE, qui est véritablement un guide qui recense toutes les méthodes d'évaluation des perturbateurs endocriniens au niveau international. Donc c'est sur ces méthodes-là que vont s'appuyer les autorités. Et puis, dans la mise en application, la stratégie d'évaluation, les agences européennes, l'ECHA, l'EFSA, définissent comment utiliser ces tests. Je vais passer là-dessus rapidement. Donc, par rapport à cela, on a développé principalement 3 tests qui couvrent les 3 axes hormonaux que les autorités veulent voir évaluer. C'est-à-dire ceux sur lesquels on a des critères de perturbation, c'est-à-dire ceux sur lesquels on a des effets néfastes connus des perturbateurs endocriniens. On sait par exemple que les perturbateurs thyroïdiens empêchent un têtard de se transformer en grenouille. Sans hormones thyroïdiennes, un têtard reste têtard, il ne se métamorphose pas en grenouille. Il ne meurt pas. On peut avoir des têtards gros comme le poing, comme des amphibiens néoténiques, comme des salamandres. Vous leur mettez des hormones thyroïdiennes, et bien ils se métamorphosent. Donc grâce à ce critère-là, qui est un critère qui a été publié, normé, référencé à l'OCDE, on a pu développer un test où on a des petites larves d'amphibiens qui s'allument en fluorescence verte pour révéler le fait que leur système endocrinien thyroïdien a été perturbé. On a fait la même chose pour les hormones dites sexuelles, qui ne servent pas que à la reproduction d'ailleurs, les hormones masculines, androgènes, et les hormones dites féminines, œstrogènes. Alors, messieurs, on a aussi des œstrogènes, et mesdames, vous avez aussi des androgènes, heureusement. Ils ne servent pas que à la reproduction. Mais c'est sur ces critères-là de reproduction que chez le poisson, eh bien, une substance qui empêche un poisson de produire ses œufs, c'est un perturbateur œstrogénique. Une substance qui change le sexe d'un poisson de mâle en femelle, c'est un perturbateur androgénique ou œstrogénique. Et donc, nous, plutôt que d'attendre si un poisson est capable de se reproduire, ce qui prend des mois, ce qui sont, mine de rien, des tests à plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, en 2-3 jours, on a des larves qui s'allument lorsque, sous l'influence d'un produit chimique qui va se révéler être œstrogénique ou androgénique, ça va s'allumer dans les tissus reproducteurs de ces alevins de poisson. On voit la fluorescence verte à la base de l'abdomen, voilà, ou dans le foie quand il s'agit des œstrogènes. Alors comment on fait ça? On utilise des techniques génétiques, c'est-à-dire de la transgénèse. On utilise un marqueur génétique. Alors
quand, par exemple, nous sommes exposés, nous, à des polluants, ou les poissons sont exposés à des polluants, ils réagissent en mobilisant leur système génétique. Il faut imaginer l'ADN un petit peu comme des chemins de fer avec un système d'aiguillage. Ce système d'aiguillage, lorsqu'il va y avoir un signal hormonal, va s'activer dans un sens ou dans un autre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié-collé ce système d'aiguillage, on l'a ajouté à un rapporteur fluorescent, et lorsque la larve va avoir sa réaction tout à fait naturelle qu'on ne modifie pas à un perturbateur œstrogénique, androgénique, etc., eh bien, en même temps, dans nos larves, ça va produire une fluorescence. Voilà. Donc, grâce à ce détecteur, je ne rentre pas dans les détails de biologie moléculaire, hein, s'il y a des aficionados, vous pourrez venir vous poser des questions après. Mais voilà, c'est grâce à ce détecteur génétique-là que les larves vont s'allumer en direct pour révéler leur réaction face à une substance qui a une capacité endocrinienne. Et la beauté du système, c'est que c'est parfaitement dose-réponse. C'est-à-dire que plus c'est endocrinien, plus ça s'allume. Ici, vous avez un exemple avec des concentrations croissantes en nanogrammes par litre de l'éthénylestradiol, qui est une substance qui a été utilisée, qui est utilisée parfois comme pilule contraceptive pour réguler le cycle. Et vous voyez, plus on en met, plus le signal œstrogénique est fort, plus l'abdomen de l'alevin s'allume en fluorescence. Vous allez me dire pourquoi l'abdomen ? Parce que chez le poisson comme chez l'humain, les œstrogènes contrôlent la fabrication des œufs, et qu'à ce stade-là, si je dis à un alevin de fabriquer un œuf, les protéines de l'œuf vont se fabriquer dans le foie. Donc c'est normal, j'ai une réaction dans le foie de l'alevin qui s'allume en fluorescence de plus en plus face au signal œstrogénique. Grâce à ça, je peux tester des dizaines d'ingrédients, de produits chimiques, d'ingrédients cosmétiques, pour vérifier s'ils ont une activité œstrogénique ou pas. Voilà. Ça nous permet effectivement de les classifier, les évaluer par ingrédient ou par mélange. Parce qu'évidemment, c'est aussi ça qui est un peu difficile avec les perturbateurs endocriniens, c'est que je peux très bien étudier chaque substance indépendamment, mais rien ne me garantit qu'effectivement un mélange de substances qui, elles, ne sont pas endocriniennes, ne deviennent pas endocriniens. Donc là, vous avez un exemple avec un effet œstrogène qui est bien connu, celui du propylparabène. Donc celui du propylparabène, il n'y a pas de doute, voilà, c'est un œstrogène. Donc l'alevin s'allume très très fluo, voilà, c'est ça, ça donne ça. Puis vous voyez qu'un autre parabène qui est beaucoup plus chaîne courte, hein, c'est connu, plus la chaîne est courte chez les parabènes, moins l'œstrogénicité est forte, effectivement on voit qu'avec le méthylparabène, on a un allumage très très faible, même à des fortes concentrations. Alors que propylparabène, même à des très faibles concentrations, ça s'allume jusqu'au plafond. Mais surtout, ce que je veux vérifier, c'est que dans la préparation dans laquelle j'ai mis du méthylparabène, j'ai pas d'activité œstrogénique. C'est le cas. Voilà, 0%. Il n'est pas fluo. Donc voilà, donc ça nous permet de tester tout un tas de substances, tester les mélanges de ces substances, et puis, effectivement, comme l'a dit Sandrine, on a eu même des demandes qui étaient tout à fait naturelles, c'est-à-dire dans des matériaux complexes, du contact alimentaire, dans des jouets, etc. Donc, on a fait ce qui se fait classiquement dans l'analyse chimique, c'est-à-dire qu'on a fait des essais de migration pour voir ce qui sortait de ces matériaux, et ce qui sortait de ces matériaux, le mettre en contact avec les larves, et voir si ce qui sortait des matériaux avait une activité œstrogénique, androgénique, thyroïdienne, etc. Encore une fois, je vais juste faire une précaution qui est quand même importante avant qu'on passe aux questions, c'est que tous ces tests-là n'ont pas pour vocation à dire si tel ou tel est perturbateur endocrinien. Pourquoi ? Parce que c'est l'évaluateur, c'est l'autorité qui dit ça. Nous, on fournit de la donnée qui est exploitable par l'industriel, par le toxicologue, par l'autorité. Voilà. Pourquoi je mets cette précaution-là ? Parce que vous verrez qu'il y a tout un tas de gens qui vont vous dire « Moi, j'ai un test, une bandelette, machin, vous me donnez votre truc, je vous dirai si c'est perturbateur endocrinien. » D'abord, vous voyez que c'est très compliqué, qu'il faut évaluer plusieurs axes hormonaux, que nous ne sommes qu'un test parmi d'autres. On a la prétention de croire qu'effectivement, le fait qu'on ait un organisme entier sur différents axes hormonaux fait que nos tests est peut-être la bonne porte d'entrée pour commencer une évaluation. Mais de toute façon, voilà, on va être extrêmement modeste sur le fait que quand on parle d'un perturbateur endocrinien, on est en train de parler de quelque chose de complexe. Voilà. Et que donc ça, c'est une décision qui se fait à un niveau arbitral. Peut-être rajouter un point. En fait, là, on est focalisé, on explique le test, parce que la méthodologie est importante, mais
comme on est sur un sujet qui est quand même assez nouveau, notre rôle, c'est aussi de... Alors, on a un rôle pédagogique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et puis on le fait un peu tous les jours. C'est aussi de travailler avec nos clients en amont pour les aider à définir leur stratégie d'évaluation. On est une réponse, mais on a un réseau de partenaires qui peuvent apporter aussi des réponses complémentaires. Et puis, en aval des tests, aider à l'interprétation des résultats et travailler éventuellement, comme le disait Grégory, avec les toxicologues ou vos toxicologues pour savoir ce qu'on peut faire des résultats. Donc, il y a tout un environnement autour du test qui est nécessaire parce qu'il apporte la donnée scientifique, mais aussi pour vous accompagner face à un sujet qui est peut-être très nouveau pour vous, quoi. On a gardé un peu de temps pour les questions. C'est un bon moment. Oui. Oui. Ça prend quelques semaines. C'est pas très très long en fait. La question pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est quel est le temps pour avoir un résultat entre le moment où on apporte l'échantillon au labo et le temps où on a un oui, résultat. c'est bien de le reformuler parce qu'on n'entend pas forcément. Alors entre le moment où on reçoit l'échantillon et le moment où on va rendre le résultat, il se déroule quelques semaines. Disons qu'on a le temps de préparation. Là, je vois que vous êtes Seb. Par exemple, si on est sur du food contact, on va d'abord faire une extraction préalable qui ressemble à un test de migration qui prend, vous voyez bien, à peu près 15 jours à peu près. Et puis derrière, nous, on va faire le test qui prend à peu près 15 jours, 3 semaines, plus le rendu du résultat, on va dire qu'en 2 mois à maximum, vous avez les résultats de votre test. Après, on a beaucoup de demandes, parce que vous imaginez que le sujet... Donc, il faut anticiper un peu pour réserver des créneaux, mais voilà. Oui. C'est peut-être pas votre cœur de métier, mais moi, je gère des bâtiments, 220 bâtiments pour 300 000 m² à peu près. Donc, il y a des occupants. Et dans tous les travaux de maintenance, que ce soit des fournisseurs ou faits par nous-mêmes, on se pose la question des produits, que ce soit de la moquette, de la peinture, du mobilier. Et j'essaie de trouver un peu des normes, des listes qui me disent ça oui, ça non, voilà. Et je trouve pas. Ouais, ça m'étonne pas. D'abord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vas-y. Alors, il y a deux choses. D'abord, tout dépend du produit dont on parle, évidemment, parce qu'effectivement, il peut y avoir des produits de désinfection. Ceux-là, en principe, sont réglementés maintenant. Dans tout ce qui est restauration et nettoyage. Biocide, ouais, désinfection, voilà, ce qui tue les germes. Voilà, en principe, ça c'est réglementé. Maintenant, l'évaluation, elle se fait parce que là, Sandrine disait quelques semaines chez nous pour avoir un résultat. Aujourd'hui, quand un industriel se lance d'une évaluation de son principe actif en biocide, il en prend ça va lui prendre 3-4 ans. Hein. Donc, vous voyez, l'intérêt de nos tests aussi, c'est qu'ils apportent une réponse qui est quand même beaucoup plus rapide que... Alors, après, voilà, après, vous tombez dans la question des listes et du cahier des charges. Alors, le problème, c'est que les listes, bon, elles ont le mérite d'exister. Maintenant, je m'en méfie beaucoup, moi, personnellement, parce que le problème, vous l'avez compris, c'est que ça prend du temps d'évaluer, que du coup, il y a des usual suspects, que du coup, il y a des gens qui mettent ces usual suspects dans des listes, qui les mettent sur Internet, et puis qui vous disent, voilà, ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Sauf qu'en fait, ils n'en savent rien, et que peut-être qu'ils vont vous dire, ah ben oui, tel produit, il faut tel ingrédient, il faut le supprimer, etc., sauf que, évidemment, on va le remplacer par autre chose, et que cette autre chose, il est peut-être beaucoup plus perturbateur endocrinien que le truc qu'on a enlevé. Ça, vous le retrouvez par exemple beaucoup au niveau des conservateurs. Ça, c'est un véritable problème. L'exemple que je vous ai montré sur le propyl et le méthylparabène, bon, aujourd'hui, c'est devenu difficile d'expliquer que finalement, le méthylparabène, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà, c'est devenu que le propyl, c'était sans doute bien de l'enlever. Par contre, le méthyl, c'est peut-être plus discutable. Donc, parce que si on le remplace par d'autres trucs qui sont peut-être pas forcément, voilà. Mais pourtant, il y a des normes mais c'est jamais complet, c'est jamais sur une famille complète de produits. Vous avez des normes quand même qui ont pignon sur rue. Alors, sur les perturbateurs endocriniens, non, il n'y a pas. Non. J'ai assisté à une conférence sur l'épigénétique il y a un an. Ah ouais, mais... où on faisait plein de trucs. Ouais, mais non, sur de normes sur les perturbateurs endocriniens, non, il n'y en a pas. Ah non. Il y a des tests normés qui rentrent dans la stratégie d'évaluation, mais par contre, il n'y a pas une norme qui dit
un écolabel perturbateur endocrinien, non, ça n'existe pas. Après, effectivement, Sandrine, peut-être tu veux parler du cahier des charges. Oui, après, mais je crois qu'on en a parlé. Vous êtes passé sur d'autres stands, non, hier? Ah non, je vous ai vu, mais on a vu beaucoup de monde. En ces cas-là, ce qu'on fait quand on est sur des sujets comme ça, on a eu quelques demandes sur des réseaux de crèches, etc. C'est de travailler avec vous et avec éventuellement d'autres partenaires sur l'aide à la rédaction du cahier des charges pour vous aider à définir ce qui est raisonnable, parce que bon, faut faire prendre en compte l'état de la science et travailler avec vous sur ces sujets, je pense. C'est la bonne approche à avoir. Si on veut avoir une approche un peu responsable sur ces sujets-là, quand on est client, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on existe, en fait. C'est pour ça que nous, on s'est posé la question à un moment avec Grégory, de se diversifier sur d'autres sujets. Les laboratoires qui font plein de tests de plein de choses, il y en a. Nous, notre spécificité, c'est les perturbateurs endocriniens, et ce, depuis 15 ans, et Grégory avant de créer la société au muséum. Et c'est... voilà, donc on n'a pas la prétention de savoir répondre à tout exactement, mais en tout cas, on est ultra spécialisé en Europe aujourd'hui. On est le seul laboratoire qui fait que ça. Et en fait, comme on n'a pas la réponse à tout, on a aussi un réseau de partenaires qui peuvent aider à répondre sur ces sujets-là. Mais c'est pas simple. Oui, alors il y a deux messieurs, peut-être celui du fond d'abord. Est-ce que la norme, ça va être la liste de l'ANSES qui va être publiée sous la loi économie circulaire? Probablement non, parce que de toute façon, c'est un sujet qui se gère au niveau européen. Alors après que l'ANSES fasse des préconisations, forcément, ça va avoir de l'impact. Maintenant, je crains que la vitesse d'évaluation ne soit pas en adéquation avec la capacité à couvrir un grand nombre de substances. Donc c'est toujours pareil, on va taper toujours sur les mêmes usual suspects que d'habitude, que tout le monde connaît, évite plus par question médiatique que par réelle connaissance scientifique. Non, je n'attendrai pas grand-chose de ça. En revanche, ce qui va être très très impactant, ça dépend des domaines. Ça va être la transposition des critères que je vous ai évoqués dans les autres domaines. Parce que là, par exemple... c'est vrai qu'en cosmétique, par exemple, va falloir vraiment se poser la question de savoir comment est-ce qu'on réunit un poids de la preuve suffisant pour pouvoir prendre des décisions sur certaines substances, sachant qu'on ne pourra pas aller sur l'animal de laboratoire dans la plupart des cas. Très rarement, sauf quand les tonnages seront importants, mais enfin, c'est très rare. Monsieur, oui, pardon. Oui. Donc j'ai deux questions. Une sur vos trois, parce que vous testez, vous avez mentionné qu'il y a 15 à 20 substances qui sont sûres. Déjà, est-ce que vous testez sur... Ah, est-ce que des 15 à 20 substances qui ont fait l'objet de véritables dossiers réglementaires d'évaluation complète, il y en a à peu près, vous voyez, pour les phytos, actuellement, je crois qu'il y en a à peu près une cinquantaine en cours d'évaluation. Et celles-là, vous pouvez les tester si, oui. quand on donne un produit, vous pouvez les tester. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Et la deuxième question, c'était sur votre méthode. Vous ne parlez pas des méthodes d'exposition, par rapport à un PE qui est appliqué sur la peau ou qui passe par l'alimentation, par rapport à un œuf ou une larve. C'est ce que je peut-être maladroitement, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le fait que pour définir un perturbateur endocrinien, on est sur le danger, on n'est pas sur le risque, on n'est pas sur l'exposition. À partir du moment où je m'assure que ma substance a bien été en contact avec mon mécanisme, donc que la substance a été absorbée, etc., métabolisée éventuellement ou pas, enfin, à partir du moment où j'ai fait ça, voilà, peu importe la méthode de commercialisation, d'exposition, etc., ça n'a pas d'importance. L'estampillage perturbateur endocrinien sera acquis. Donc à partir du moment... Alors, je ne suis pas sûr, si vous posez la question par rapport à nos tests, nous, en termes de pertinence, effectivement, on vérifie par des méthodes... Quand on est dans un cadre réglementaire, c'est assez lourd. C'est-à-dire qu'on va faire notre test, et en même temps, on va collecter les échantillons issus du test pour vérifier analytiquement, en analyse chimique, qu'on a bien exposé aux bonnes doses, etc. Et voire même, dans certains cas, on va voir si on retrouve bien la substance dans l'embryon. Voilà.
Sachant que la question de l'œuf ne se pose pas tout à fait, parce que, comme je vous l'ai dit, on commence à travailler au moment où l'œuf éclot, donc il n'y a plus la barrière du chorion. Mais voilà, ça c'est pour notre test. Maintenant, au-delà de ça, j'entends souvent en cosmétique des gens dire oui, mais on va voir l'exposition si ça passe pas la barrière. Enfin, non, à mon avis, les gens qui diffusent ce genre de messages fourvoient leurs interlocuteurs. Parce que je ne peux pas imaginer qu'une substance, un ingrédient cosmétique ayant fait une évaluation qui démontre que c'est un perturbateur endocrinien puisse rester sur le marché, même si derrière on explique non, ça ne franchit pas les barrières superficielles de l'épiderme. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc, au jour d'aujourd'hui, à moins de revenir sur la définition qui a été adoptée par le Parlement européen pour définir les critères d'évaluation, je ne vois pas comment est-ce que cette notion d'exposition va être prise en compte en cosmétique. En revanche, pour compléter ce que dit Grégory, par contre, quand on a parfois des produits spécifiques, je pense, on a testé des couches bébés, des jouets par exemple. Donc en ces cas-là, on va travailler avec l'industriel pour voir quelles sont les normes d'évaluation existantes et repartir sur le plus proche possible de ces normes pour créer les conditions d'utilisation. Pas d'exposition, mais d'utilisation. Voilà. Ça, c'est spécifique aux produits, du coup, que ce soit du food contact ou du cookware. Je crois qu'il y a 2 questions. Est-ce que vous avez autorité à faire évoluer cette liste de 15-20 Non. C'est les autorités. Ah, non, enfin, nous d'abord, on n'a aucune autorité. Nous, on n'a aucune autorité. C'est pas nous. Mais par contre, est-ce que nos tests participent à ça? Oui, nos tests participent à ça aujourd'hui. Ils se très retrouvent clairement, dans les dossiers réglementaires. Voilà, nos tests, ils rentrent dans les dossiers réglementaires. Ils sont évalués par les autorités nationales sous l'égide de l'ECHA et au niveau européen. Et même en amont de ça, en fait, nos clients dans le domaine de la chimie, en fait, font déposent des stratégies d'évaluation pour les faire prévalider par les autorités avant de faire les essais. Donc aujourd'hui, effectivement, on a même des autorités, même des agences européennes, l'EFSA, qui a préconisé à certains de nos clients de faire nos tests dans le cadre de leur démarche d'évaluation. Ouais. Donc effectivement, oui, forcément, ça peut amener à ce que des substances soient classées PE sur la base de nos résultats. Oui. C'est une question. Vous avez beaucoup parlé de l'Union européenne. Est-ce que c'est parce qu'au niveau mondial, c'est l'Union européenne qui est plus en amont sur ces sujets et c'est qui vous tournez en fait vaudra partout? Ou est-ce qu'il y a des pays, je sais que notamment le Japon, qui sont sur d'autres sujets réglementaires? Est-ce qu'il y a... Ouais, le Japon est très très actif sur le sujet perturbateurs endocriniens. Il essaye de constituer des listes aussi. La cosmétique. Les États-Unis ont une stratégie qui est différente, qui est beaucoup basée sur l'activité de l'US-EPA, qui a monté des programmes qui s'appellent ToxCast et qui servent à générer de la donnée sur un grand nombre de substances. Donc, entre guillemets, l'agence fait un peu le boulot en amont. Enfin, voilà. Maintenant, dans tous ces autres territoires, on est sur une logique qui est quand même différente de celle du territoire européen pour cette question de critères. C'est-à-dire que, véritablement, il n'y a qu'en Europe qu'on est basé sur le danger, et dans le reste du monde, on est basé sur le risque. Donc ça, c'est quand même drastiquement différent. Et c'est pas une erreur, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que le Parlement a voulu, malgré tous les débats qu'il y a pu y avoir. Donc c'est pour ça que je pense que ça ne reviendra pas en arrière comme ça. Après, les méthodes, la reconnaissance des méthodes OCDE, en revanche, ça reste au niveau... Oui, l'OCDE, c'est international. C'est États-Unis, Europe, Japon. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les États-Unis, le Japon, l'Asie, puisque du coup, eux se basent sur des essais validés par l'OCDE. Ouais. Madame? Pardon, excusez-moi. J'ai une question. Comment, du coup, si finalement vous dites que la collecte de données communes, elle est très compliquée, elle est quand même accessible, comment se fait-il qu'on en est là qu'à ce stade des connaissances et des régulations? Ça, c'est la première, peut-être première question. Et puis deuxième, du coup, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de buzz autour de ces substances, donc de médiatisation. Et la plupart donc il y a cette
nombre d'expositions, donc effet cocktail. Donc les applications qui jugent finalement comment elles prennent ça en compte en fait, parce que c'est très difficile de modéliser une exposition dans la cosmétique à plusieurs. Ils ne la modélisent pas. Là, d'abord, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, les critères ne s'appliquent pas en cosmétique pour le moment. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de perturbation endocrinienne en cosmétique parce qu'il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui. Et d'autre part, quand il y a une évaluation d'une substance, ils ne vont pas prendre en compte l'exposition, non. Ils vont prendre en compte savoir si dans un organisme, sur un critère référencé, le mécanisme endocrinien est susceptible d'aboutir à un effet néfaste, peu importe l'exposition. Peu importe l'exposition. On est sur une évaluation du danger, pas du risque. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter. Par contre, on a un stand si vous voulez continuer la discussion. On est au PU66 derrière Utopie. Et je crois que vous avez été badgé, donc on vous enverra une présentation par mail. Mais n'hésitez pas à venir, on va aller à notre stand. Merci.